D'accord. Alors donc bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce 10e webinaire qui est du cycle Droits humains et devoirs de vigilance, qui est organisé en partenariat avec Sherpa, DDH Entreprises, Vigilance Sociétale, Greenflex, Ressources Humaines Sans Frontières et Triomphe Consulting. Donc le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans la deuxième phase du cycle qui est consacrée à des exemples de mise en œuvre du devoir de vigilance. Donc vous avez déjà peut-être suivi des webinaires par le passé de ce cycle et il y en a programmé jusqu'au mois de juin. Donc vous pouvez bien évidemment retrouver le programme des webinaires à venir sur le site internet ainsi que les enregistrements des webinaires passés. On a également une chaîne YouTube que je vous invite à suivre. Donc, comme vous l'a dit Chantal, durant toute la durée du webinaire, donc vous pouvez, et on vous invite fortement à poser vos questions dans la fenêtre de conversation. On les restituera au moment des questions-réponses. Donc on posera aussi peut-être certaines questions qui ont été posées en avance par les participants en fonction du temps qu'on aura à y consacrer. Donc le webinaire d'aujourd'hui est consacré au cas du textile tunisien et au potentiel des accords cadres mondiaux. Donc je vais laisser Charlotte Michon qui est avec moi aujourd'hui, qui est consultante spécialisée entreprise et droits humains, présenter donc plus en détail la thématique. Je voulais auparavant donc remercier nos deux intervenants. Donc Mounir Hassine qui est président de section du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Et Cyril Côme, qui est directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail et que je vais également laisser Charlotte présenter plus en détail. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Charlotte Michon. Merci aux intervenants, merci à tous les participants et bon webinaire. Merci Aurélie, donc bonjour à tous, bienvenue. Effectivement, comme tu l'as dit, nous sommes dans un webinaire spécifique dans le cadre de notre cycle droits humains et devoirs de vigilance, et donc nous allons aborder la question du travail décent et en particulier la responsabilité des entreprises donneuses d'ordre dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des fournisseurs. Et pour ce faire, et parce qu'on sait vraiment que les enjeux en matière de droits humains sont vraiment liés au contexte opérationnel du pays, mais aussi du secteur d'activité, voire des régions. On a souhaité vous donner l'exemple d'un secteur particulier, qui est donc le cas du textile tunisien, avec l'intervention de Mounir. Et ensuite, nous aurons une intervention plus globale de Cyril, qui présentera finalement une des manières, un des outils disponibles donc vraiment pour les sociétés donneuses d'ordre pour essayer d'améliorer les conditions de travail dans toute leur chaîne de sous-traitance et donc par le biais des accords cadres mondiaux. Donc pour commencer, nous allons avoir l'intervention de Mounir. Alors Mounir, vous êtes président de section au sein du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Donc ce forum est une ONG non gouvernementale qui date de 2011. En Tunisie donc, et qui a été créé dans le but de défendre les droits économiques et sociaux et en particulier les droits du travail, les droits des femmes ou encore les droits environnementaux. Donc ici vous allez nous présenter le cas spécifique du textile tunisien en Tunisie et en particulier les conditions et ce que vous avez pu voir sur les conditions, l'évolution des conditions des ouvrières dans les usines de confection textile dans le pays et quelles seraient selon vous les actions à mettre en œuvre aussi bien en termes légaux auprès de l'État tunisien que des entreprises donneuses d'ordre ou des entreprises locales du reste. Donc voilà, Mounir, je vous laisse la parole, je vous laisse compléter et on échangera après. D'accord, bonjour tout le monde. Je vais essayer de présenter un peu les changements qu'a connu le secteur de textile tunisien, après surtout l'abolition des accords multifibres en 2005. Comme vous le savez, d'abord, le secteur textile tunisien est né dans un cadre, ce sont les cadres des accords multifibres, et avec un code-part qui était destiné à l'Europe généralement. Mais avec l'arrivée de la mondialisation depuis 1995, il signe de nouveaux accords qui gèrent l'industrie textile dans le monde avec la libéralisation totale de ce secteur.
Ils ont donné une dizaine d'années, entre 1995 jusqu'à 2005, pour libérer totalement l'industrie du textile. Et voilà que cette activité se trouve affrontée à une concurrence internationale dans un marché qui est géré spécialement par les grandes sociétés donneuses d'ordre à l'échelle internationale. Je vais essayer de présenter quelles sont les répercussions qui ont touché surtout les droits économiques et sociaux des femmes travailleuses dans le secteur textile, en donnant d'abord une idée sur le secteur textile, comment il a évolué surtout après 2005. Voilà, donc comme vous le savez, le secteur textile est un des plus importants secteurs industriels dans l'économie tunisienne, mais il a connu depuis 2005 une régression qui touche soit le nombre total des entreprises qui gèrent cette activité, ou bien le nombre total des ouvriers. On est passé de plus que 2500 entreprises en 2005 actuellement à 1592, ça veut dire qu'il a perdu à peu près 1000 entreprises. Ainsi aussi, les ouvriers qui travaillent dans cette activité a aussi descendu de plus que 250 000 à peu près 157 000 en février 2018. Je vais vous donner aussi l'importance. Nous avons fait une étude concernant ces changements et ces répercussions qui touchent la femme travailleuse dans le secteur textile, et on a pris un échantillon dans la région de Mounastir, puisque la région de Mounastir est la première région qui gère l'activité de confection surtout, avec presque 26% du total tunisien, soit par le nombre de usines, soit par le nombre total des effectifs et des ouvriers, qui représentent à peu près 47 000 actuellement. La majorité sont des femmes, avec presque 84% du total des ouvriers qui travaillent dans l'activité de la confection du textile. La part de cette activité dans le PIB industriel tunisien a aussi connu une baisse tendancielle. Il a descendu de presque 24%. Actuellement, il gère presque 20% du total, donc avec une baisse surtout qui ont touché la participation de cette activité dans l'exportation totale tunisienne. Comme vous le voyez, actuellement, en 2016, on est arrivé presque à 18,25%, et en 2010, c'était 20,20% du taux de participation de la part du textile dans le PIB industriel. Comme vous le voyez, le nombre d'entreprises dans la région de Mounastir a connu une baisse aussi. Il est descendu, donc on a vu presque 146 usines qui ont disparu depuis 2007, dans 10 ans, jusqu'à 2017. Et le nombre total des ouvriers qui étaient licenciés, c'est à peu près 9000 ouvriers qui ont trouvé aussi un licenciement avec des sortes dans ce cas-là. On peut voir aussi la structure de ces entreprises de textile sont généralement des petites et moyennes entreprises. Et la majorité sont qui font travailler presque moins 50 ouvrières. Ils représentent à peu près 46% du total. Mais ils gèrent presque 14% du nombre total des ouvriers. Les sociétés assez importantes, assez grandes, avec plus de 100 ouvriers, ne représentent que presque 20%. Mais ils gèrent 36,07%. Les grandes sociétés, les groupes, qu'on appelle les groupes, qui gèrent plus de 300 ouvriers, ils ne représentent que presque à peine 5%, mais ils gèrent presque 30% du nombre total des ouvriers. La répartition de ces entreprises, selon l'ancienneté, on le voit qu'il y a pratiquement une descente de la majorité des entreprises. Elles sont nouvelles, surtout après le changement du code d'investissement. Il y a eu beaucoup de changements du statut légal de ces entreprises, et on les trouve pratiquement que l'âge moyen des entreprises dans ce secteur ne dépasse pas les 10 ans. C'est presque 9,5 années. On trouve quelques usines qui ont l'ancienneté, et c'est là ces changements sont faits à cause de la rupture, surtout de rupture de ce qu'on appelle la tutélarisation pour les femmes qui travaillent dans ce secteur-là, et qui a touché tout directement leur statut professionnel et leur cadre légal dont ils travaillent dans le secteur.
Et c'est ainsi, on voit, voilà, regardez ce qu'on voit, il y a une corrélation très importante entre les changements, le nombre de changements en milieu de travail, donc les femmes qui sont basculées d'une usine à une autre durant toute leur ancienneté professionnelle. On voit lorsqu'il y a une assez importante ancienneté professionnelle dans cette activité qui dépasse presque 20 ans, on trouve que les changements sont assez importants, ils dépassent même le 5 et le 6 changements en milieu de travail. Et c'est là pourquoi, parce que la loi tunisienne oblige la titularisation des femmes travailleuses qui travaillent en CDD après 4 ans successifs dans le même lieu de travail, dans le même, avec le même contrat, donc ils doivent être titularisés. C'est pour cela, pour ne pas titulariser les femmes qui travaillent dans ce secteur, on essaie de changer leur lieu de travail, on arrête les contrats CDD, on essaie de renouveler le contrat dans une autre usine, généralement qui appartient au même groupe. Et c'est là pour donc empêcher la titularisation de ces femmes. Et lorsqu'on empêche la titularisation de ces femmes, ça veut dire qu'on a fait des obstacles devant l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles n'ont pas le droit d'accéder au système monétaire pour avoir des crédits. Il y a aussi les conditions dont on peut à chaque moment faire la rupture du contrat de CDD et licencier ces femmes-là sans avoir des indemnités pour elles. Je vais vous montrer maintenant quelles sont les structures pyramidales du secteur de textile dans la région de Monastir. Qu'est-ce qu'on a trouvé exactement? Dans cette activité, on trouve 3 maillons, c'est l'exemple de cette pyramide. Dans l'amont, on trouve les grands distributeurs et sociétés qu'on appelle les donneuses d'ordre, ces sociétés qui gèrent pratiquement le marché international. Ils imposent les conditions de production, la qualité, le coût, les prix, les délais, des contrats inflexibles et tout ça. En deuxième maillon, on trouve un cercle intermédiaire, ce sont ce qu'on appelle les plateformes qui peuvent jouer le rôle de façonnier, ou bien c'est eux qui offrent aussi la qualité de ces vêtements. C'est un lien médian exactement entre l'amont et l'aval qui impose les mêmes conditions aux entreprises du 3e degré. Et dans le maillon le plus faible, c'est l'aval, on trouve surtout les façonniers ou bien ce qu'on appelle les sous-traitants pratiquement. Et c'est l'anneau le plus fragile qui obéit aux conditions des autres parties. Son rôle se limite surtout de transfert négatif, qu'on appelle, ce sont les services de confection. Et la majorité de cette activité est gérée par ce maillon-là, qu'on le trouve, des petites usines, généralement qui font travailler moins de 100 ouvriers qui se trouvent partout là dans des quartiers, dans des conditions qui ne représentent en rien avec l'activité de confection. Bien sûr, ce marché du textile à l'échelle internationale est géré par ce qu'on appelle le timing. C'est-à-dire, par exemple, on vend la minute de la confection. Généralement, on avait dans une étude de terrain, on a montré, voilà, comment ça se passe. Donc la durée moyenne des temps nécessaires pour coudre quelques articles de vêtements et leur prix, ça c'est le prix en 2012, mais ils n'ont pas encore changé beaucoup vu la crise économique en Tunisie et la baisse tendancielle du dinar tunisien. Voilà, comme vous le voyez, les temps moyens par exemple nécessaires pour la couture en minutes, pour un t-shirt, ça varie entre 12 à 17 minutes. Le prix moyen de la minute chez la plateforme c'est 0,06 euros et le prix moyen de la minute chez les façonniers c'est 0,04 euros. Voilà, vous pouvez voir beaucoup d'exemples dans cette activité-là. On a trouvé, surtout pour les pantalons des jeans, il y a un variable parce qu'il y a beaucoup de usines qui sont informelles, qui donnent des prix plus bas et ainsi de suite. Donc, on peut voir aussi quel est le coût moyen de quelques articles de vêtements durant les différentes phases de production pour la couture de ces vêtements. Comme vous le voyez, le coût moyen chez les sous-traitants, il varie pour un t-shirt, par exemple, 0,7 euros à 0,9 euros. Pour une Europe, c'est 1,5 euros à 1,8 euros. Le coût moyen chez la plateforme, donc, c'est 0,9 à 1,2 euros. Et généralement, le coût lors de l'exportation, il peut varier entre 1,4 euros à 1,6 euros. Et les prix de vente en détail, on peut le voir pratiquement dans dans les étiquettes mises dans
dans les boutiques qui sont vendues, dans les magasins qui sont vendus, surtout en Europe, on peut voir ça varie entre 12 € à 35 €. Et ces prix-là changent selon la marque surtout, selon le modèle et selon tout. C'est une moyenne. Quels sont, vous pouvez voir, voilà, pour des manteaux, pour des vestes, pour tout ça. Donc, il y a une grande variation et les grands gains reviennent généralement pour les grandes sociétés donneuses d'ordre. Quelles sont les grandes sociétés qui fabriquent en Tunisie? Je vous donne quelques marques de vêtements qui sont fabriqués en Tunisie, comme vous voyez, voilà, ce sont très connus, voilà, par tout le monde. Ça, c'est quelques marques, c'est tout, mais il y en a d'autres aussi, comme Camaïeu, DSL, 3 Suisse, Chippy, Levi's, Naf, Etam, Zara, et ainsi de suite, United Benetton, et ainsi de suite, comme vous le voyez. Je vais indiquer ici que surtout, dans nos calculs ont montré que le coût de la salaire de la femme ne représente généralement pour le profit total d'une pièce, c'est presque à 3,5%, entre 3,5% à 4% généralement. Et le profit que gagnent les grandes sociétés dans nos ordres peut dépasser 800% pour une seule pièce. Je vais vous montrer, ce sont les cadres légaux dans cette activité, comment elle est gérée par les rapports de production. Ce sont des rapports de production fragiles généralement. Le secteur du textile se caractérise par ces productions qui sont garanties par une fourchette de lois au service des investisseurs, aux dépens de la main-d'œuvre, dans le cadre d'un processus de développement asymétrique. Le code de travail tente d'encadrer le contrat à durée déterminée et c'est de la sous-traitance en tant que norme régissant plus que 75% actuellement de la main-d'œuvre dans le secteur textile. Le code de l'investissement fournit tous les stimuli pour encourager l'investissement au détriment des droits économiques et sociaux des ouvrières du secteur. C'est généralement plus que 75% actuellement qu'on trouve que ces femmes qui travaillent en CDD et presque 25% qui travaillent en CDI. Les atteintes dans les conditions de travail touchent pratiquement les conditions de travail. Par exemple, dans l'environnement de travail, il y a beaucoup d'usines qui sont des petits garages qui manquent d'aération, qui manquent d'éclairage, qui manquent d'issues de secours, ainsi de suite. Les ateliers de repassage, il y a beaucoup de manque d'hygiène, les ouvrières sont exposées tout directement dans les usines de délavage aux produits chimiques qui se dégagent de son ordre pour les procédures chimiques dans le délavage des jeans et tout ça. Les conditions de logement sont détériorées, surtout de ces femmes travailleuses dans le secteur textile. On trouve des dortoirs sur des usines avec des petites chambrettes de 2 mètres sur 2 mètres, il ne manque du tout. Il y a quelques matelas, quelques lits. Il y a un grand manque de conditions d'hygiène dans les toilettes et tout ça, surtout dans les ateliers, les petits ateliers qui travaillent en sous-traitance et tout ça. Comme vous le voyez, voilà, regardez c'est une petite chambrette dans une usine là. Il y a des travailleurs qui sont en train de déjeuner en face de l'usine. Là, on le voit. À chaque fois, on passe devant ces usines, donc on voit les femmes qui mangent dans des trottoirs, dans la saleté, dans des poussières, et ainsi de suite. Aussi, les violations, ça touche la nature du travail. Surtout, les équipements ne se conforment en rien aux normes de la santé, sans parler de l'absence totale d'ergonomie. Il y a beaucoup de femmes accaparent ce qu'on appelle la maladie de TMS, les troubles musculo-squelettiques, puisque les ouvriers sont assis sur des chaises qui sont inconfortables, qui exécutent tout au long de leur activité les mêmes gestes en continuité, se confrontent plus de problèmes de manque d'aération, d'éclairage, leur travail, ça représente selon eux un vrai calvaire. Donc, d'autant plus qu'un grand nombre d'opérateurs doivent le plus effectuer un travail domestique dans leur maison. Donc, on le voit, la moyenne d'une journée pour ces femmes-là, ça dépasse parfois le 14 heures par jour si on ajoute le travail domestique. 31% de ces ouvrières qualifient la tâche d'ingrate et toutes souffrent de maux de dos, des poignets et des pieds. Souvent, elles sont exposées à certaines maladies de travail, parmi lesquelles des troubles musculaires et des douleurs articulaires ainsi que des troubles de la vision.
28% des femmes interviewées répondent qu'elles travaillent en l'absence de conditions de base de sécurité. Les atteintes aussi, dans les rapports de production, on le trouve, par exemple, dans les bulletins d'épée, il y a beaucoup de modèles qui montrent des violations sur le modèle, sur le bulletin d'épée, manque surtout de l'affiliation à la CNSS, la catégorie de la femme qui travaille, donc il y a beaucoup de violations. Aussi dans le contrat de travail, c'est généralement, comme vous le voyez là, c'est un modèle de contrat à durée déterminée. La majorité, il est écrit en français. Ces femmes ne savent pas la langue française, leur niveau intellectuel est très bas, donc c'est pour cela qu'elles ne comprennent pas quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations et tout ça. Et généralement, dans le contrat de travail, on trouve seulement les articles qui montrent des obligations dans le travail et jamais les droits de ces femmes. Aussi, les atteintes touchent surtout les salaires. C'est presque 60% des litiges dans le secteur textile sont relatifs avec les salaires, réduction des salaires, retard de paiement, manque de rémunération. Un bon nombre d'employeurs calculent le décompte d'heures de travail à la baisse lorsque les ouvrières dépassent le délai d'exécution des tâches, ce qu'on appelle le timing. Par exemple, si, selon le contrat d'engagement, le délai fixé pour confectionner une chemise exige 15 minutes et que les ouvrières l'ont réalisé en 20 minutes, l'employeur ne tient pas compte de 5 minutes supplémentaires, ce qui veut dire que la durée quotidienne de travail dont on tient compte ne sera que de 5 heures et 20 minutes au lieu de 8 heures. Dans la couverture sociale aussi, il y a une absence pour presque 25% de ces femmes qui ne jouissent pas de la couverture sociale. Le manque d'information est nécessité. Certains ouvriers acceptent d'être sans couverture sociale pour ajouter leur quote-part qui est de 9,18% à leur salaire, sans pour autant percevoir les charges sociales prélevées aux employeurs pour la couverture sociale qui s'évalue à 16,7% du salaire. Le patron, quelques patrons prélèvent le quote-part de la couverture sociale des ouvriers sans liberté dans la Caisse nationale de la sécurité sociale, malgré que les lois sont très dures dans ce genre-là. En cas d'accident de travail, et notamment en cas d'invalidité irréversible, une rupture de contrat est générée. Par voie de conséquence, les prélèvements de la couverture sociale sont suspendus alors que la salariée est dans un réel besoin de couverture de ses frais de santé. Le cadre légal du travail précaire, on trouve généralement la législation du travail sous l'égide de l'application des lois relatives à la flexibilité de l'emploi, le contrat à durée limitée, non-titularisation des ouvrières, la sous-traitance, et ainsi de suite. La très grande flexibilité adoptée par les différentes administrations dans la surveillance et le suivi de l'application des législations en vigueur stipulées par le Code de travail et la convention collective dans ce secteur au profit des impératifs politiques. Cela se fait en dépend des droits de ces femmes-là. La flexibilité des lois envers les sociétés à responsabilité limitée qui annoncent leurs difficultés ou un état de faillite pour se voir débarrasser de toutes les répercussions dues à la détérioration des relations au travail. Et c'est grâce à un changement de nom et à la délocalisation, mais qui garde pourtant les mêmes administrateurs. Le non-respect des conventions et accords internationaux ratifiés par l'État et entrés aux droits économiques et sociaux. L'absence de poursuites judiciaires quand l'investisseur porte atteinte aux droits des ouvrières en précédant à la fermeture de son entreprise et sa délocalisation à l'étranger sans s'acquitter de ces dus légitimes tels que les salaires, les primes et les prélèvements en faveur de la CNSS. Et surtout, la fermeture sans préavis de ces usines, généralement, elle a touché des milliers de femmes qui voient ces fléaux. On le voit chaque année, donc ces fléaux de fermeture sans préavis de ces usines et les licenciements abusifs de ces femmes. Il y a des politiques sociales qui marginalisent les femmes travailleuses du secteur textile. Ces politiques, les salaires bas et précaires ne permettent guère à ces ouvriers de s'assurer des calories nécessaires pour raviver leurs forces de travail, d'autant plus qu'elles se limitent à une alimentation quantitativement et qualitativement médiocre. Actuellement, le salaire c'est à peu près 460 dinars, à peu près 2 dinars, 400 000 livres, ça veut dire moins d'1 € pour une heure pour une femme travailleuse dans la catégorie 3, ça veut dire spécialisée dans la confection.
L'État n'a pas contribué à trouver des solutions efficaces en vue de sauvegarder les socles de droits fondamentaux des ouvriers, surtout en ce qui concerne la nutrition, le logement et la santé. Donc les salaires sont très bas par rapport à ce que demande cette activité-là. Le rôle restreint de l'État lors des négociations sociales qui ne prenaient pas en compte le rééquilibrage des salaires. Donc, en plus de ces violations, ces femmes travailleuses dans le secteur textile sont exposées à une exclusion économique et sociale. On voit quels sont les moyens, puisque voilà, je vais vous parler de ce fléau, de licenciement surtout de ces femmes. Les moyens du licenciement de femmes travaillant dans le secteur textile, on a deux moyens. Soit un licenciement pacifique qui touche surtout les femmes qui travaillent en CDD. Après un certain âge, après 40 ans généralement, on ne renouvelle plus le contrat à durée déterminée, on laisse ces femmes aller, elles n'ont pas même le droit d'aller au tribunal, puisque la loi ne leur donne pas ce droit-là. Après, même qu'elles soient passées plus que 20 ans de travail dans cette activité, elles sont licenciées pacifiquement. Le licenciement abusif qui touche surtout les femmes qui travaillent en CDI, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée. Et ces femmes sont licenciées par une autre, ce qu'on appelle sont un peu dur, puisqu'il passe à ce qu'on appelle la fermeture sans préavis des usines. Voilà, en dehors du code du article 21 du code de l'investisseur. On va parler, donc, chaque année, on a beaucoup de fermetures de ces usines sans préavis. Mounir, excusez-moi, je vais vous couper 2 petites minutes. Mounir, excusez-moi, je vais vous couper 2 petites minutes, je suis vraiment navrée. Il reste que 5-10 minutes, on va pouvoir dépasser un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et il reste beaucoup de slides de votre présentation, donc bien que ce soit vraiment très intéressant, peut-être aller... Voilà quelques exemples de ces licenciements, par exemple, comme vous voyez, un sit-in des femmes travailleuses tout le temps, on voit chaque année des travailleuses devant le tribunal, avec des mouvements sociaux des ouvriers de textile après la fermeture sans préavis de leur entreprise. Surtout, ces femmes sont exclues économiquement parce qu'on peut voir, on peut passer là, donc on peut voir quelles sont les caractéristiques de ces femmes qui sont exclues abusivement. Généralement, elles sont âgées, donc elles dépassent les 40 ans et on ne veut plus d'elles dans les usines. Et donc c'est là ce qu'on appelle une exclusion économique qui se réfère surtout à l'âge de ces femmes. Généralement, ces femmes aussi sont touchées par leur état de santé est détérioré après avoir donc passé plus que 20 ans dans cette activité. Ils ont beaucoup de maladies professionnelles, surtout le TMS. Donc on ne veut plus d'aide. Ces femmes non plus aussi, ils sont exposés à une exclusion sociale parce qu'elles n'ont plus des relations de travail, donc ils n'ont plus la couverture sociale et surtout la couverture de ces femmes-là. Surtout qu'elles appartiennent généralement, ces femmes appartiennent à une catégorie sociale le plus vulnérable, avec surtout la majorité sont des femmes de catégorie 3. On peut dépasser, donc, pour voir ça, les caractéristiques. L'ancienneté de travail de ces femmes, comme vous voyez, elle dépasse généralement 20 ans. Et en général, l'âge moyen professionnel, c'est à peu près 20 ans dans cette activité pour ces femmes-là. Leur statut, la majorité sont mariés avec 80%. Elles ont des enfants, généralement presque 90% ont des enfants en charge. Les conditions, donc elles sont au chômage. 71% ne peuvent pas regagner dans le travail. Donc il y a un obstacle pour accéder de nouveau dans les usines, puisqu'on ne veut plus d'elles. Donc leur situation financière est très précaire. Donc on a 32% qui n'ont aucune source après le licenciement abusif. Leurs maris, il y a presque 18% qui sont en chômage, donc ils vivent dans la précarité. Et surtout donc ceux qui ont un mari qui travaille ou quelque chose comme ça, donc ils travaillent dans l'infirmière, ce sont des travailleurs journaliers, pas à 55%. Voilà les conditions, on va vous montrer quelques exemples de conditions de vie qui viennent, de vie et exclusion sociale de ces femmes qui ont été licenciées.
comme vous le voyez, voilà, donc ils vivent dans la précarité, dans la pauvreté, ils recourent généralement au travail indécent pour répondre aux besoins vitaux, ils ont des taux d'invalidité, et ainsi de suite. Leur état de violation de leurs droits dans la couverture sociale, c'est presque, comme vous le voyez, donc 66% ont été violés dans la couverture sociale, au moins une fois, comme on peut le voir. Donc, par exemple, comme vous voyez, combien de trimestres non déclarés, on trouve 37% de ces femmes qui n'ont pas une trimestre non déclaré, et ça monte aussi pour celles-là. Ces femmes ont eu des accidents de travail presque à 25% dans leur travail, et ils ont aussi donc des maladies professionnelles qu'ils ont accaparées dans leur vie professionnelle. Donc, comme vous le voyez, ont des maladies professionnelles. 68% de ces femmes ont des maladies professionnelles. Quelles sont surtout les maladies professionnelles? On trouve en premier lieu, ce sont les CMS avec presque 58,5% et les allergies à 15,24%, en plus d'autres maladies neurologiques et tout ça. Voilà, en général, j'ai essayé de vous montrer quelles sont les conditions de l'exclusion sociale et économique de ces femmes travailleuses dans le secteur textile, comment elles sont actuellement dans une phase d'un modèle de développement sauvage, puisqu'on impose un travail indécent avec des salaires très bas, avec des conditions de travail qui sont détériorées, et surtout qu'on voit que l'activité textile tunisienne qui souffre de cette ouverture sur la mondialisation, qui n'a pas les moyens de se tenir sur la concurrence internationale, qui est gérée par des sociétés internationales qui détiennent le marché du textile et qui accaparent généralement le profit dans cette activité aux dépens des droits économiques et sociaux des femmes travailleuses dans le secteur textile. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Mounir, donc vraiment pour cette présentation très complète, très riche d'enseignements sur vraiment les enjeux concrets que vous rencontrez au quotidien, et surtout que les ouvrières rencontrent, qui sont, si j'ai bien compris, dus aussi bien à un manque de volonté gouvernementale et un cadre légal qui n'est pas assez protecteur, voire qui favorise les abus, et aussi dû au secteur et à la chaîne de sous-traitance avec si bien les intermédiaires que les grandes entreprises donneuses d'ordre au bout de la chaîne, et qui fixent finalement les conditions de prix, ce qui a des conséquences bien évidemment, et de marge d'ailleurs, sur les ouvrières. Je crois que nous avons des questions. Alors nous avions une question de Adrien qui nous disait: de quel recours disposent ces femmes victimes du système? Certains employeurs ont-ils été condamnés jusqu'à présent? Alors vous nous avez montré des images devant les tribunaux des femmes qui viennent essayer de faire valoir la loi par rapport au licenciement abusif. Est-ce que ça donne lieu à des compensations, à des dommages? Est-ce que les tribunaux écoutent et donnent des issues favorables pour ces ouvrières qui viennent devant les juges? Écoute, ces femmes généralement font recours aux tribunaux pour avoir des jugements, mais qui ne peuvent être jamais exécutés. Pourquoi? Parce que généralement on ne trouve plus la société, elle ne laisse que quelques matériels vétustes, matériel qui n'a pas de valeur. Et généralement, ces femmes ne peuvent pas exécuter ce jugement. En général, on montre toute cette situation a montré que du jugement qu'il peut déclarer, parce que le juge peut déclarer dans le jugement des avoirs pour ces femmes qui dépassent même les 30 000 dinars, mais généralement ces femmes ne peuvent avoir que à peu près 250 dinars en moyenne, parce que l'usine généralement elle n'a pas un bien foncier, donc ils sont locataires, et généralement ces usines ne laissent que quelques machines, et les litiges, donc après toutes ces ouvrières donc ne peuvent plus recours à d'où comment est-ce qu'on peut exécuter ce jugement, comment on peut avoir leurs droits. Donc jusqu'à maintenant c'est un grand problème qui touche des milliers de femmes, puisque toute cette fourchette de loi ne permet pas à ces femmes
d'avoir leurs droits lorsqu'ils sont licenciés abusivement. D'accord, merci. Et ensuite, nous avons une question plutôt sur la liberté syndicale et la représentation donc, de ces femmes. Alors, est-ce qu'il existe des conventions collectives dans le secteur Oui. en Tunisie? Est-ce que les droits et les libertés syndicales sont respectés? Et une deuxième question qui est plus sur la question de l'automatisation et le fait qu'on remplace les travailleurs par des robots. Est-ce que vous avez la question en Tunisie et comment vous essayez de faire pour remédier à la situation? Oui, concernant le secteur du textile et de confection, ils ont une convention collective qui gère ce secteur-là, qui indique exactement quel est le prix, donc le salaire par heure, et quelles sont les catégories et tout ça, et c'est géré par cette convention collective. Concernant la liberté syndicale, oui, il existe en Tunisie la liberté syndicale, mais à cause de la précarité, donc et la flexibilité du travail, le taux de syndicalisme dans cette activité ne dépasse pas 10% généralement, qui touche seulement les usines anciennes et les ouvrières qui sont en CDI. Mais les ouvrières qui travaillent en CDD, lorsqu'il y a une tentative de faire un syndicat de base et tout ça, elles seront virées et donc automatiquement elles seront licenciées. Et il y a les ruptures de ce contrat-là. Concernant l'automatisation de cette activité, on est jusqu'à maintenant loin, puisque ce sont des petits investissements locaux ou bien même des étrangers qui viennent pour se poser. Ils donnent seulement, ce sont des prestataires de services de confection. Voilà, donc on est encore loin de cette automatisation et ils gèrent encore une main-d'œuvre assez abondante, voilà, moins coûteuse et surtout qu'elle est facile à exploiter parce que ce sont des femmes qui recourent à cette activité parce qu'elles sont généralement issues des familles de pauvres et des régions intérieures qui sont le plus précaires, donc elles ont besoin de ce salaire-là et de ce travail-là. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on a une question donc, plus précisément sur la loi sur le devoir de vigilance donc, qui est en France. Et vous avez montré que les entreprises donneuses d'ordre, il y en avait quand même un certain nombre qui étaient françaises et donc qui sont soumis à la loi de devoir de vigilance. Alors, la question est que va changer la loi sur le devoir de vigilance à court terme sur cette situation, sachant que de nombreux donneurs d'ordre sont situés en France. Donc, je vais peut-être apporter une réponse plus précise après. Mais moi, j'aimerais connaître un peu votre avis sur ce qu'on peut faire auprès des entreprises donneuses d'ordre, ce que vous essayez de faire. Est-ce que vous avez finalement des moyens d'action alors que vous êtes vraiment à un niveau très, très opérationnel, donc assez lointain? Est-ce que vous avez l'impression que ça change quand même et qu'il y a des injonctions qui viennent précisément pour améliorer les choses des entreprises donneuses d'ordre ou des actions vers l'État? Et quel est votre sentiment, vous, sur le terrain par rapport à ces entreprises donneuses d'ordre et qu'est-ce que vous voudriez D'abord, je viens de préciser que c'est un système là. On trouve donc ceux qui font la violation sont tous les éléments dans ce système, des grandes sociétés vers les petites sociétés qui font la sous-traitance. Tous sont occupés dans cette affaire des violations des droits économiques et sociaux de ces femmes travailleuses. Concernant le droit de vigilance, je crois qu'il est c'est un pas quand même, malgré que c'est un pas un peu timide, mais c'est un pas. Il faut que cette loi donc s'étale surtout pour les petits investisseurs parce qu'elle laisse échapper les investisseurs qui ne font travailler moins de 5000, je crois, ouvriers à l'étranger. Donc il faut qu'elle touche les petits aussi, les moyens et les petits investisseurs qui sont l'affaire aussi de violation dans ces droits-là. Pour nous, concernant notre travail dans le terrain, c'est essayer actuellement, on a lancé donc une campagne pour aider ces femmes à avoir leurs droits de santé. Parce que, comme vous le savez, lorsqu'il y a un licenciement, donc il y a une coupure de cette couverture sociale et surtout, donc elles n'ont plus le droit, après un an du licenciement, d'accéder à la santé publique. Donc on essaie actuellement de faire un plaidoyer pour ces femmes et une campagne
pour les aider à avoir le droit d'accéder, de rester dans la santé publique et avoir donc que l'État doit récompenser pour ces femmes afin qu'ils puissent donc accéder aux hôpitaux publics pour avoir les médicaments, et pour faire leurs analyses et pour avoir leurs droits de santé, puisqu'elles doivent attendre presque une durée moyenne de 15 ans, puisqu'elles ne peuvent plus donc revenir dans le travail à cause de leur âge et de leur état de santé. Elles doivent attendre presque 15 ans pour avoir leur retraite, la pension de retraite, pour accéder de nouveau à la santé. Donc, puisqu'elles sont très pauvres, n'ont pas les moyens pour financer leurs besoins sanitaires. Donc, c'est une question vitale pour ces femmes-là pour avoir l'accès donc au système de la santé publique, pour qu'elles recourent surtout à faire les analyses médicaux, et donc qu'elles contrôlent leur état de santé et tout ça. Très bien. Et enfin, une dernière question d'Adrien. Est-il vraiment possible de changer les choses, vu le contexte concurrentiel international, sans finalement impacter lourdement la place de la Tunisie sur le marché du textile? Oui, je crois qu'on peut changer les choses, puisque, comme vous le savez actuellement, donc le capital est dans une phase de mondialisation, donc aussi les défendeurs de droits à l'échelle, donc dans le monde, ils doivent s'unifier pour donc faire des pressions sur ces sociétés donneuses d'ordre, ces grandes marques qui gèrent les marchés internationaux du textile et de la confection, pour qu'ils puissent changer l'état, les conditions de travail, pour qu'ils puissent améliorer les conditions de vie de ces femmes-là qui offrent une partie de leur vie pour que ces sociétés accaparent la majorité du profit dans cette activité et la valeur ajoutée dans cette activité industrielle de textile. Donc il faut continuer à combattre donc toutes les violations des droits économiques et sociaux de ces femmes. Il faut essayer aussi d'arrêter donc les politiques qui essayent de faire un modèle à l'échelle internationale, comme vous le voyez partout, dans le Bangladesh, partout actuellement, il attaque l'Afrique afin de trouver un marché de main-d'œuvre non contrôlable peut-être par les lois, où il y a une méconnaissance des droits et tout ça, pour essayer d'exploiter de plus et de profiter surtout des conditions économiques et sociales qui sont précaires, pour donc exploiter de plus ces femmes-là partout dans le monde. Donc je sais, il faut unifier notre travail, notre lutte pour arrêter ces fléaux et surtout pour donc arrêter les violations des droits économiques et sociaux des femmes dans des secteurs de textile à travers tout le monde. Merci beaucoup Mounir, c'était vraiment très très riche et enrichissant. Je crois que vous avez fait une étude dont Aurélie met le lien dans le chat, encore plus complète sur la question. Donc pour les participants, si vous n'hésitez pas à aller sur le site du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et donc avoir accès à cette étude complète. Donc on va passer maintenant à merci beaucoup Mounir. On va passer maintenant à l'intervention de Cyril. Alors, j'avais vu une question qui était de Aurélie sur y a-t-il des entreprises de nos ordres qui se sont saisies de la question du salaire vital. Alors, je pense que Cyril pourra aussi participer à la réponse, puisque le salaire vital est une des conditions du travail décent défendu par les... Moi, ce que je vois de la pratique, c'est que c'est effectivement quelque chose qui vient. C'est un sujet identifié de plus en plus comme étant à risque et faisant partie des droits humains, c'est une évidence. Et je sais en particulier que les investisseurs commencent à se poser comment dirais-je, à analyser le sujet et à regarder et évaluer les entreprises dans lesquelles elles investissent par rapport à la question du salaire vital ou décent. Enfin, ça recouvre à peu près les mêmes termes. Et donc, je sais qu'Amundi a fait une étude sur le sujet, donc vous pouvez aller sur le site d'Amundi et il y a vraiment
une étude sur la question de comment, où en sont les entreprises françaises et autres sur la question du salaire décent et que c'est vraiment un sujet qui monte. Voilà, et donc je vais passer la parole à Cyril Combes, qui est directeur donc, du bureau de l'Organisation internationale du travail en France. Et donc vous allez aborder la question des accords cadres mondiaux, qui est effectivement un outil pour favoriser les conditions de travail, améliorer la protection des droits des travailleurs dans toute la chaîne de sous-traitance. C'est un outil qui est à la main des entreprises donneuses d'ordre, hein, puisque c'est un outil qui est négocié avec les organisations syndicales et qui couvre, ce qui est intéressant, les accords cadres mondiaux, toutes les activités des entreprises, voire même les activités des fournisseurs de l'entreprise. Et donc, ça va être, nous, on voit que ça commence à être utilisé dans le cadre de la loi sur devoir de vigilance, dans le sens où ça permet de consulter les syndicats mondiaux des entreprises. Et certaines entreprises ont, dans le cadre de renégociation de ces accords, déjà inclus le suivi par les syndicats du plan en tout cas d'une partie du plan de vigilance. Mais c'est aussi, je pense, ça peut être aussi un outil opérationnel à développer dans le cadre de la gestion de certains risques identifiés au niveau global par l'entreprise. Voilà mon point de vue. Donc Cyril, je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci beaucoup et bonjour à tous.